Je tiens à remercier tout d'abord l'association Action sans frontières pour m'avoir invité à vous parler d'un sujet qui est assez vaste, je dirais. Je vais essayer de cerner l'espace de 20 minutes et pour ne pas pour respecter le timing qui est respecté par professeur Slaoui. Alors donc, parler des oligoarthrites, c'est passer en revue presque toute la pathologie pédiatrique, en particulier de la rhumatologie pédiatrique, parce que les étiologies sont très diverses. Et puis, tout d'abord, comment va-t-on définir l'oligoarthrite? C'est une atteinte d'un maximum de 4 articulations, contrairement à la polyarthrite qui, elle, affecte 5 articulations au plus. Je dirais bien entendu que c'est un motif très fréquent en consultation qui alarme les parents. Et pour faire un diagnostic, il faut faire un très bon interrogatoire, un interrogatoire policier. Et il faut faire un examen clinique vraiment en analysant toute la sémiologie clinique. Contre les examens complémentaires, ils ne doivent pas être coûteux et agressifs. Ils doivent être adaptés au contexte clinique. Quant au traitement, dans certaines situations, il est urgent. Par contre, il ne faut pas se précipiter pour prescrire un traitement si on ne prend pas son temps pour vraiment trouver une étiologie. Alors donc, je vais m'allonger sur la démarche diagnostique. Que l'interrogatoire, comme j'ai dit tout à l'heure, il doit être policier, il doit préciser les caractéristiques de la douleur, en insistant sur le mode d'apparition, le siège. Puis en dernier, j'ai mis le type de la douleur, parce qu'elle est mécanico-inflammatoire. Vous savez tous qu'une douleur est dite mécanique quand elle survient ou déclenchée par l'effort. Elle est par contre inflammatoire quand elle survient la nuit et s'accompagne en général d'un enraidissement matinal. C'est ce qu'on appelle le dérouillage matinal. Le dérouillage, c'est un terme que vous devez connaître quand on parle de l'oligoarthrite, c'est-à-dire que le malade se réveille le matin avec des articulations un petit peu bloquées, il n'arrive pas à se brosser, il n'arrive pas à se coiffer, il n'arrive pas à s'habiller tout seul. Ça peut durer une demi-heure, ça peut durer 1 heure, et puis après, tout rentre dans l'ordre. Et nous, on doit toujours savoir la durée de ce dérouillage matinal. C'est un élément très important. Alors ensuite, bien entendu, il y a la recherche de signes locaux d'inflammation. On précise aussi le rythme des poussées. Est-ce que c'est 2-3 poussées par an? Est-ce qu'une fois par an? On recherche les antécédents personnels et familiaux. Il y a des maladies dans l'entourage. Par exemple, maladie de B7 chez le papa ou bien notion de colite inflammatoire dans l'entourage. Des fois, c'est des maladies auto-immunes, par exemple. Chez la maman, chez l'oncle, chez la tante. Et puis, avant de finir, les facteurs déclenchants à rechercher. Bien entendu, une rhinopharyngite ou une pyodérmite, une gale surinfectée oriente vers un problème de RAA. Et on prend toujours le temps de voir s'il y a un amaigrissement récent, s'il y a de la fièvre, s'il y a des douleurs diffuses, etc. Et surtout, l'amaigrissement. Alors, et puis, l'examen clinique, je ne vais pas m'attarder sur l'examen osseo-articulaire, ça va demander beaucoup de temps. Donc, on localise la douleur, on cherche toujours le flessum, donc on essaie de mobiliser l'articulation et pourtant, on n'arrive pas à la mobiliser. L'angle du flessum. Et chez le bébé, au moment où on change la couche, on peut observer, est-ce qu'il y a des pleurs au moment de changer la couche? Ça veut dire qu'il y a une douleur au niveau de la hanche. Et puis, je tiens à insister sur les douleurs projetées. C'est quoi des douleurs projetées chez l'enfant? C'est quand il y a une douleur de la cuisse, elle doit vous orienter vers le rachis dorsal-lombaire. Et quand il y a une douleur au niveau du genou, elle doit vous inciter à examiner la hanche. D'accord? Donc, c'est ça le mot de douleur projetée. Alors, et puis, on vérifie les articulations, est-ce qu'elles sont libres ou pas, est-ce qu'il y a une ankylose. On finit en précisant s'il y a une amyotrophie, c'est des déformations qui sont significatives de séquelles, d'une pathologie qui est ancienne, qui a été négligée et qui n'a pas motivé des consultations. Alors ensuite, en matière de signes généraux,
il y a un élément très, 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 très important, un symptôme c'est la fièvre. Cette fièvre, même si elle est peu élevée, elle doit vous orienter vers une pathologie tumorale, type leucémie ou neuroblastome. Elle doit vous orienter vers une connectivite. Alors, et quant à l'amaigrissement, lui, quand il est associé à des douleurs diffuses et une asthénie, eh bien, il doit nous faire penser à une pathologie maligne, à une hémopathie maligne type glucose ou neuroblastome chez un enfant qui a moins de 6 ans, et à la connectivite chez tout enfant qui a plus de 12 ans. Donc la fièvre revêt un intérêt capital. Il faut même dresser une courte température, surtout quand il y a une suspicion d'AGI systémique. Alors on déshabille l'enfant pour chercher les signes cutanés muqueux. Et là, j'ai préféré vous les projeter. C'est des photos. Ce sont les signes différents signes cutanés muqueux, comme ce livédo, ce purpura que vous voyez ici, qui est tout à fait pathognomonique d'un purpura vasculaire, comme le purpura rhumatoïde par exemple. Vous le voyez ici. Ensuite, il y a ce livédo que vous voyez là. Ce livédo oriente vers une connectivite, en particulier le vécu. Voilà. Alors, il y a cet érythème malaire, que certains parmi vous ont eu l'occasion de voir en passant en pédiatrie 5. Donc, c'est vraiment un érythème malaire qui est en aile de papillon et qui oriente fortement le diagnostic vers une maladie lupique. Là, c'est toujours dans le lupus. Donc, à gauche, il y a des ulcérations buccales au niveau du voile du palais qui se voient dans le lupus. Il y a donc à droite les plaques d'alopécie orientant fortement les lésions de vascularite, là, qui orientent vers une connectivite qu'on peut trouver, que ce soit dans la connectivité mise, dans le lupus, même dans la pour les reconnaître après. Et puis là, c'est un purpura que tout le monde connaît, qui doit faire penser à une hémopathie maligne. Là, par contre, si on a la chance de trouver une aphthose buccale en demandant aux patients d'ouvrir la bouche, eh ben, ça va nous faciliter le diagnostic d'une vascularite que vous connaissez, qui est la maladie de Behçet. Vous voyez les deux aftes au niveau de la des gencives. Là, c'est un aphte périanal qui doit orienter vers une maladie de Behçet ou bien vers une colite inflammatoire, type Crohn. Et là, c'est un érythème noueux. L'érythème noueux, vous savez qu'il oriente fortement le diagnostic d'une maladie de Behçet. Alors, et puis, en dernier, c'est une image d'un œdème dilacé des paupières qui doit vous faire penser à une dermatomyosite. Alors, quand on est devant un enfant qui présente des céphalées, ou bien un syndrome méningé ou des convulsions, là, c'est l'indication d'un jeu IRM parce qu'on doit penser à un lupus et le bilan. Et puis, le reste de l'examen clinique, j'insiste surtout sur le souffle cardiaque. Pourquoi le souffle cardiaque? Parce qu'il peut faire penser à une valvulopathie rhumatismale quand on est devant une atteinte articulaire. Et il peut, en revanche, faire orienter le diagnostic vers une endocardie d'Osler lorsque l'atteinte articulaire est associée à ce souffle cardiaque. Il ne faut pas sous-estimer l'endocardite parce qu'elle peut être révélée dans beaucoup de situations par une atteinte articulaire. On recherche un syndrome tumoral, on vérifie s'il y a une masse abdominale orientée vers un neuroblastome. L'hypertension artérielle, quand elle est là, elle fait penser à une périartérite noueuse. Et puis, bien entendu, les autres signes, nous allons les aborder au fur et à mesure quand on va aborder donc, les étiologies. Et là, donc, pour les examens complémentaires, d'abord, c'est la recherche du syndrome inflammatoire. On demandait une VSECRP, une numération formule. Les radiographies, il faut faire le minimum. D'abord, faire des clichés comparatifs des articulations touchées. Et puis, quant à l'échographie, elle est indiquée quand on veut explorer une articulation profonde. Voilà. Alors, donc, nous allons tout de suite rentrer dans les étiologies et on va parler de la première étiologie qui est, je dirais, fréquente, ce sont les causes inflammatoires. Avec en chef de file le rhumatisme articulaire aigu, que tout le monde connaît, qui est une complication d'une infection par le streptocoque hémolytique du groupe A, d'une pharyngite ou une otite, mais n'oubliez pas la gale surinfectée et la pyodermie, qui peuvent constituer une porte d'entrée. On a toujours dit que l'âge, c'est compris entre 5 et 10 ans. Mais la survenue d'authentiques maladies mitrales chez l'enfant qui a moins de 5 ans implique l'existence de RAA dans notre pays, même à des âges précoces, à 3 et à 4 ans.
D'accord? C'est des arthrites des grosses articulations de la cheville, de la hanche, du genou surtout, des membres inférieurs qui peuvent donner des troubles de la marche, mais qui évoluent vers les membres supérieurs. Mais ce qui est important, c'est que c'est une arthrite qui a un caractère fugace et migrateur, ce qui l'oppose complètement à l'arthrite fixe qu'on va voir tout à l'heure dans l'arthrite juvénile idiopathique oligo-articulaire. Alors, dans les cas douteux, l'écriture de Jones nous aide à faire le diagnostic. Nous avons une atteinte articulaire qui est secondaire à une pharyngite sans remplir les critères de Jones. C'est dans ce contexte-là qu'on va parler de maladie post-streptococcique mineure. Tout le monde a entendu parler de maladie streptococcique mineure, dans laquelle le traitement diffère du RAA que pendant un an, contrairement au RAA où le traitement par l'extensiline, c'est atteinte cardiaque et c'est à vie contient une atteinte cardiaque. Dernier, l'erreur serait tragique, mais alors la tragique, de penser à RAA devant des troubles de la marche et se précipiter sur les corticoïdes alors qu'il s'agit en fait d'une glucose type leucémie ou neuroblastome. Donc, il faut bien analyser la douleur articulaire, il faut faire un examen clinique complet et ne pas se presser et dire ça, c'est un RAA. Alors donc, en deuxième, après le RAA, l'AJI dans sa forme oligo-articulaire. L'arthrite juvénile idiopathique, c'est un domaine très, très pointueux dans lequel il y a 4 grandes entités. l'AJI oligo-articulaire, la forme polyarticulaire, la spondylarthropathie et l'AJI systémique. Alors l'AJI oligo-articulaire, dont on va parler aujourd'hui, intéresse 50% de l'ensemble des arthrites juvéniles idiopathiques. C'est l'apanage de la petite fille qui est âgée de moins de 5 ans en général, et c'est les membres inférieurs qui sont le plus souvent touchés. Alors c'est le motif de consultation, bien entendu, c'est une boiterie. Donc les parents, le matin, ils se réveillent, ils voient leur petite fille qui est en train de pleurer parce qu'elle boite. Elle a parfois de faire bouger le genou parce que c'est le plus souvent touché. Et donc ça motive la consultation. Et tout de suite, je vous dis que des fois, on est en train de parler d'AJI oligo-articulaire, moins de 4 articulations. Des fois, c'est une seule articulation qui est atteinte. C'est la monoarthrite. Et là, s'il y a un médecin qui doit voir la monoarthrite en premier, avant le rhumatopédiatre, c'est l'orthopédiste. L'orthopédiste doit éliminer une urgence orthopédique, type arthrite purulente ou tuberculeuse, avant d'orienter le malade. Donc, il fait sa ponction articulaire, la biopsie de la synoviale quand il vraiment doute sur une arthrite purulente. Et si tout est bon, à ce moment-là, l'enfant est adressé chez le rhumatopédiatre pour suspicion d'arthrite juvénile idiopathique. Là, vous avez donc sur ces photos un genou droit là, qui est tuméfié. Vous avez un enfant qui boite. Vous savez, c'est vraiment démonstratif. C'est la petite fille qui est âgée de moins de 5 ans en général. On n'oublie pas le rachis cervical et les petites articulations des mains. Ça, c'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que nous avons ou bien une limitation des mouvements du rachis cervical. Et on vérifie les petites articulations. Si on ne trouve rien à l'examen clinique, on va leur dire ou bien tuméfaction des doigts. Alors, ensuite, j'insiste sur l'examen ophtalmologie. Pourquoi? Parce que dans l'AJI oligo-articulaire spécialement, il y a ce qu'on appelle l'œil blanc. C'est quoi l'uvite à œil blanc? Il n'y a ni rougeur, ni photophobie, ni diminution de l'acuité visuelle, ni larmoiement. Et pourtant, l'uvéite est là. Ça veut dire que dès qu'on fait le diagnostic, on fait automatiquement une lettre pour l'ophtalmologue en lui disant « Merci de nous faire un dépistage de l'uvéite ». Et donc, cette uvéite-là, si elle n'est pas diagnostiquée tôt, ça peut évoluer vers un glaucome, vers une cataracte et même vers une perte de l'acuité visuelle. Donc, il faut faire attention. Et vous savez que plus de 70% d'enfants qui ont l'AJI oligo-articulaire font une uvéite. Alors, s'il y a un examen immunologique à demander, c'est les anticorps antinucléaires. Seulement les anticorps antinucléaires, qui, lorsqu'ils sont positifs, ils signent le diagnostic. S'ils sont négatifs, ils ne l'éliminent pas, et on parlera d'AJI oligo-articulaire séronégatif. D'accord? Mais il faut savoir que l'uvéite se voit plus dans les formes séropositives. Et dans tous les cas, après 10 ans, presque, je dirais 50% d'enfants qui ont l'AJI oligo-articulaire font une uvéite. Et cet examen ophtalmo doit être répété tous les 3 mois. D'accord? Alors maintenant, comment elle va évoluer cette AJI oligo-articulaire? Dans 2 tiers des cas, il y a une rémission. C'est extraordinaire. Mais dans le 1 tiers des cas qui reste, l'atteinte reste confinée aux mêmes articulations. Et on parlera d'AJI oligo-articulaire
qui est donc fixe, qui est permanente, des fois, elle évolue et elle atteint d'autres articulations qui étaient indemnes jusque-là. Et ça rejoint à ce moment-là la forme polyarticulaire. On dit que l'évolution s'est faite vers une AJI oligoarticulaire extensive, elle s'étend. Alors elle rejoint la forme polyarticulaire et c'est là où le facteur rhumatoïde revêt un intérêt capital. Alors ici, c'est une monartrie du genou comme vous la voyez. À droite, il y a un empattement de la cheville, voilà, surtout le malléole externe. Là, c'est cette photo pour vous illustrer un petit peu l'intérêt de l'examen ophtalmologique à la lampe à fente, pas le fond d'œil, mais la lampe à fente, pour voir s'il y a une inflammation. Alors donc, en troisième position par rapport aux causes inflammatoires, j'ai mis la spondylarthropathie. Ce n'est pas la SPA de l'adulte, non, c'est la spondylarthropathie. La spondylarthropathie affecte le garçon qui a âgé de plus de 10 ans en général, je dirais qui dans l'âge compris entre 9 et 11 ans, et chez qui il y a 3 entités essentielles. La première, c'est la tête axiale. C'est quoi axial? Axial, ça veut dire qu'il y a une atteinte du rachis dorsolombaire, qu'il y a une atteinte des sacro-iliaques, et il y a même des douleurs sternocostales et sternoclaviculaires. C'est des malades qui viennent disent quand je respire. Des fois, c'est trompeur, ça peut orienter vers une cause cardiaque, vers beaucoup de choses. Alors, c'est une atteinte axiale. À cause de l'atteinte axiale, il y a un deuxième élément qui oriente vers la spondylarthropathie, c'est l'anthésiopathie. C'est quoi l'anthésiopathie? C'est une douleur au niveau ou bien une inflammation au niveau des insertions des tendons. Les tendons les plus touchés sont le tendon d'Achille, le tendon rotulien, et puis la polynévrose plantaire qui donne des thalalgies. Vous entendez tous parler de thalalgie. Et puis en troisième, il y a l'atteinte articulaire périphérique. En général, c'est la hanche et les genoux, voilà, qui donnent une boiterie. Donc, devant toute boiterie, chez l'enfant, on doit examiner la hanche, on doit examiner le genou, on doit examiner les sacro-iliaques, c'est très important, et on n'oublie pas l'anthésiopathie. D'accord? Tout ça, Et puis, si on veut classer cette spondylarthropathie, on doit rechercher soit l'existence de troubles digestifs, le professeur Abkari est avec nous, et quand il y a des troubles digestifs, c'est quoi? C'est la diarrhée chronique, c'est la douleur abdominale récidivante, et c'est l'existence de rectorragie qui oriente vers une RCH ou bien vers un Crohn. Et à ce moment-là, on classe la spondylarthropathie et on dira que c'est un rhumatisme des entérocolopathie. La deuxième classification, c'est lorsqu'il y a un psoriasis. Donc, automatiquement, on déshabille le malade, on cherche. Si le psoriasis est là, on va parler de spondylarthropathie, de rhumatisme psoriasique. On rattache la spondylarthropathie au psoriasis. Et si on ne trouve rien, ni trouble digestif, ni colique inflammatoire, ni psoriasis, on parlera de spondylarthropathie indifférenciée. Alors, biologiquement, et en cherche un inflammatoire, on demande une VSE-CRP. Et puis, il y a un examen qui, si le diagnostic, c'est le typage d'antigène HLA B27. D'accord? Qui, s'il est présent, c'est très bon. S'il est négatif, ça n'élimine pas le diagnostic. Là, par contre, sur le plan ophtalmologique, l'uvéite, elle est symptomatique, contrairement à tout à l'heure dans la GI oligoarticulaire. C'est-à-dire qu'il y a un caractère bruyant, qu'il y a une rougeur oculaire, une douleur, une photophobie, et donc, à ce moment-là, on demande l'examen ophtalmo. Donc, on ne le fait pas systématiquement. On attend plutôt qu'il y a une expression de l'uvéite. Radiologiquement, n'oubliez pas la radio sacro-iliaque. Ça rend un énorme service en montrant des signes de déminéralisation, des images érosives, des sacroilites. Mais si elle est normale, là aussi, ça n'élimine pas le diagnostic. Par contre, maintenant, la TDM et le sacro-iliaque ont un intérêt capital parce qu'elles permettent de détecter de façon très précoce les lésions de sacroiliite. Là, c'est donc un œil rouge qui est tout à fait symptomatique d'une uvéite chez une patiente qui est suivie pour une spondylarthropathie. La radio des sacro-iliaques que vous voyez ici, donc il y a un pincement avec des images un petit peu, un flou des berges au niveau de la sacro-iliaque droite, que vous voyez ici, et qui est significative donc de la sacro-ilite. Et puis, après avoir vu les causes inflammatoires, nous allons parler des causes auto-immunes et on passera en premier le lupus systémique. Le lupus systémique qui se voit surtout chez la fille qui, en général âgée de 10 ans
Et le diagnostic peut être fait de façon précoce lorsqu'on est en présence de signes généraux, comme la fièvre, l'amaigrissement, les plaques d'alopécie. Là, c'est un masque lupus que vous voyez chez un petit garçon qui avait un lupus. Alors, et puis, tout à l'heure, nous avons vu donc tout à l'heure, nous avons vu donc l'érythème malaire, nous avons vu les signes du vascularite, le livédo, tout ça, ça se voit donc en matière d'atteinte cutanée de lupus. Et sinon, il faut toujours ausculter le cœur à la recherche d'une ascension des bourreaux du cœur qui oriente vers une péricardite, toujours en matière de lupus. Et n'oubliez pas de faire un labstix, parce que la néphropathie glomérulaire, elle survient au cours de l'évolution et elle impose une biopsie rénale, laquelle biopsie rénale, avec étude en immunofluorescence, permet de nous classer les types histologiques et de nous dicter l'attitude thérapeutique. Mais des fois, le diagnostic peut se faire de façon très tardive quand il n'y a pas l'atteinte cutanée, quand il n'y a pas l'atteinte générale. Il n'y a que l'atteinte articulaire, un type d'arthralgie ou d'arthrite, des grosses des articulations qui peuvent orienter à tort vers une AGI. Et à ce moment-là, que le diagnostic devient difficile, mais on attend toujours la survenue des signes cutanés, des signes généraux qui ne tardent pas à s'installer. Alors biologiquement, il y a plein d'examens que vous allez trouver, mais l'anémie est un signe fidèle. Normochrome, normocytaire. Des fois, elle peut être hémolytique auto-immune avec un compte direct positif. Et puis s'il y a deux examens clés qui signent le diagnostic, c'est lesquels? C'est les anticorps anti-DNA natifs qui sont donc positifs et c'est le complément C3, C4 et CH50 qui sont consommés, qui sont diminués. Ce sont les deux examens clés. D'ailleurs, au cours de l'évolution, chaque fois qu'il y a une poussée, on se contente de demander ces deux examens-là. Alors les autres, voilà, les anticorps nucléaires, tout ça, oui, vous pouvez les demander. Et enfin, on n'oublie pas de demander des anticorps antiphospholipides et ou la recherche d'anticoagulants circulants type du pic au niveau du bilan d'hémostase, dont la présence veut dire qu'il y a un risque de survenue de thrombose. Donc on est vigilant. Si ces deux derniers examens sont positifs, ça veut dire qu'on doit mettre le malade sous aspégique à dose antiagrégante plaquettaire. Et on est toujours vigilant par rapport à la survenue d'une thrombose. En deuxième, après le lupus, c'est la dermatomyosite. La dermatomyosite, elle, c'est le diagnostic en général est facile quand il y a l'association des signes cutanés et des signes musculaires. D'accord? Alors, comme son nom l'indique, il y a la peau, il y a le muscle, dermatomyosite. Alors, au niveau des muscles, c'est des myalgies. C'est des myalgies qui réveillent le patient la nuit. Et il y a au niveau des muscles de ceinture, scapulaire et pelvienne. Le malade, donc, a un signe tabouret positif. Et puis, sur le plan cutané, il y a l'œdème liliacé des paupières, alors que je vous l'avais montré. Alors, vous le voyez à droite, c'est l'œdème liliacé, c'est une couleur lilas, une fleur qui s'appelle le lilas, c'est une couleur vraiment lilacée. Et à droite, là, vous avez ce qu'on appelle un œdème violacé au niveau des on appelle les nodules. Vous avez vu l'œdème qui est là, et donc au niveau des zones d'extension des doigts, qui est tout à fait caractéristique de la dermatomyosite. Donc l'association de cette atteinte cutanée et de l'atteinte musculaire que nous avons tout à l'heure oriente fortement le diagnostic, d'accord? Et donc on peut compléter par un dosage d'enzymes musculaires. C'est PK-aldolase. Et le diagnostic est fait. On n'a même pas besoin de faire de EMG quand vous avez le tableau complet. Ailleurs, lorsque vous avez que l'atteinte cutanée isolée ou bien que l'atteinte musculaire, là par contre le doute peut exister et on peut compléter par un EMG qui lui, il permet donc de nous répondre, de dire c'est une atteinte myogène et voilà. Et à ce moment-là, biopsie musculaire lorsqu'il y a un tableau incomplet, vous pouvez le faire, mais en général, nous on a l'habitude donc en regroupant l'atteinte cutanée musculaire, de retenir le diagnostic. Alors donc, après, et donc les maladies auto-immunes, alors je ne vais pas vous parler de la périartérite ni de la connectivité mixte parce que c'est assez long, c'est quand même assez rare. Donc je préférais vous parler des maladies les plus fréquentes. Alors c'est quoi une vascularite? C'est quoi? C'est une inflammation de la paroi des vaisseaux qui est de cause inconnue, en général primitive. La plus fréquente, c'est le purpure rhumatoïde.
Purpuromatoïde qui vraiment alarme les parents qui viennent consulter à n'importe quelle heure parce que leur enfant présente un purpura vasculaire déclive que vous voyez ici. Voilà. Vous avez vu que c'est un purpura qui est diffus au niveau des membres inférieurs. Alors, donc, voilà, pardon. Alors, donc, purpura. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui arrive. Voilà. Alors, donc, je disais que la triade est vasculaire déclive d'une oligoarthrite qui intéresse les genoux et les chevilles en général et qui est transitoire, elle disparaît sans séquelles. Et troisièmement, il y a les douleurs abdominales paroxystiques qui sont intenses et qui doivent imposer une échographie abdominale à la recherche d'une invagination intestinale. Lorsque l'invagination est là, le traitement, c'est l'émission d'hydrocortisone. D'accord? On n'a pas besoin d'appeler le chirurgien. Donc, lorsque l'échographie abdominale est normale, qu'il n'y a pas d'invagination et que les douleurs abdominales persistent, sont intenses, là, on passe la main à l'endoscopie. Et ce sera donc la fibroscopie qui va nous mettre en évidence des ulcérations digestives qui sont dues à des hémorragies et à l'œdème de la paroi. Et donc, ces ulcérations contre-indiquent la corticothérapie. Alors, sur cette photo, vous avez des ulcérations digestives sur une fibroscopie qui a été faite par le professeur Abkari. Et là, vous avez donc, ce qui est important à retenir, c'est que l'évolution du purpuromatoïde peut se faire par des poussées et des rémissions. Et s'il y a un examen important à faire, c'est quoi sur le plan biologique? C'est la fonction rénale, premièrement, et deuxièmement, c'est le lab Stix, alors l'argidumaturie et d'une protéinurie. Pourquoi? Parce que la teinte rénale, elle peut émailler l'évolution. Et quand la teinte rénale est là, on peut avoir même une néphropathie glomérulaire qui, là aussi, impose une biopsie rénale avec étude en immunofluorescence. Et qu'est-ce qu'on trouve en immunofluorescence? Un dépôt d'IgA. Dans le dépôt d'IgA, il peut se trouver au niveau de la biopsie cutanée, au niveau de la biopsie rénale et au niveau aussi de la biopsie gastrique quand on fait une fibroscopie. Et donc, c'est plutôt dans les formes atypiques lorsqu'il y a un doute. Après le purpuromatoïde, il y a une entité aussi qu'il faut connaître, c'est une vascularite multisystémique, c'est la maladie de Kawasaki, qui est dominée par la teinte coronarienne, parce qu'il y a une atteinte des coronaires de moyen et de gros calibre, et qui peut donner une atteinte articulaire. Donc la teinte cardiaque représente le centre d'intérêt de cette pathologie, et on la définit comme étant une fièvre éruptive inexpliquée qui dépasse 5 jours, associée à beaucoup de critères. Alors, ces critères, on va les voir à travers ces photos. Là, c'est l'œdème des mains, qui est le premier critère. Voilà. Alors, il y a, vous avez vu ici, il y a aussi l'œdème des mains ici. Il y a les adénopathies cervicales, c'est le deuxième critère. Alors, ensuite, les autres, c'est la chélite que vous avez sur la première photo avec la conjonctivite qui est non purulente. Il y a aussi la rougeur au niveau des paumes et des plantes des pieds. Et là, ce qui est important à avoir, c'est l'érythème du périnée, là, ici, avec une desquamation. Alors donc, si on résume les critères, à côté de la fièvre, il y a donc la chélite, la conjonctivite non purulente, il y a l'œdème des deux des mains, l'érythème au niveau des mains aussi, et voilà, les adénopathies cervicales. Alors donc, n'oubliez pas que s'il y a un qui ne fait pas partie des critères, c'est l'érythème qui est actuellement considéré comme un critère pathognomonique du diagnostic. Alors le diagnostic est retenu devant 5 critères sur 6, dont la fièvre est un critère obligatoire. Ici, vous avez la desquamation. C'est ainsi qui apparaît vers la 4e semaine, et c'est une desquamation qui démarre au niveau des pulpes des doigts et qui va remonter progressivement vers la paume et vers la plante. Et lorsqu'on la retrouve, ça nous permet de faire le diagnostic de façon rétrospective
lorsque les parents ont tardé à consulter. D'accord? Alors donc, je disais que l'atteinte articulaire se voit au-delà de J15. Et puis enfin, sur le plan inflammatoire, retenez que la CRP, que la VS et la numération formule sont les 3 examens clés qui nous orientent fortement le diagnostic. Parce qu'il y a une hyperplaquétose, il y a une VS accélérée, une CRP très élevée. Ces paramètres biologiques, on va les répéter ensuite au cours de l'évolution pour juger du traitement. Et puis, je n'insisterai jamais assez sur l'intérêt de l'écho-cœur quand elle est pratiquée très tôt avant J10. Parce que les lésions cardiaques à type d'anévrisme se voient entre J3 et J10. Et donc, dès qu'on fait l'écho-cœur, on fait le point de l'atteinte coronarienne et on va mettre le malade sous immunoglobuline. Alors, en troisième, la maladie de Behçet, c'est une pathologie du pourtour méditerranéen, c'est une vascularite là aussi, et qui est définie par des critères. Alors, je ne citerai que ces critères, l'aphthose buccale, l'aphthose génitale, l'uvéite et vascularité rétinienne. Il y a la pseudofolliculite en matière d'atteinte cutanée et qui s'accompagne comme 5e critère d'un PET-RJ test positif. C'est quoi un PET-RJ test? C'est une injection intradermique de sérum salé au niveau du poignet, comme l'intradermo. Lorsqu'il est positif, ça constitue un critère essentiel. Alors donc, avant de finir avec la maladie de Behçet, je tiens à vous dire que la maladie de Behçet occupe le premier rang des maladies non néoplasiques qui donnent une thrombose. Voilà. Donc, chaque fois que vous avez un malade qui a une arthralgie et qui vient avec un membre inférieur, par exemple une cuisse qui est augmentée de volume et douloureuse, il faut penser à la thrombose. L'écho-doppler, vous orientez fortement le diagnostic vers une maladie de Behçet. Là, c'est des aftes au niveau du voile du palais, au niveau de la bouche. Là aussi, on en voit. Donc, il faut toujours prendre la peine d'examiner la bouche chez un enfant qui vient consulter pour une arthrite ou bien une boiterie ou une douleur articulaire. Alors, c'est une pseudofolliculite des fesses, voilà. Alors, donc, on déshabille l'enfant pour examiner la marge anale, pour voir s'il y a des aftes périanaux, s'il y a des cicatrices d'aphthose, etc., qui vont orienter le diagnostic soit vers un Crohn, qui reste quand même moins fréquent, soit vers une maladie de Behçet. Là, c'est des cicatrices d'aphthose périanale. Parfois, les parents vous disent non, il n'a jamais fait d'aphthose périanale. Et pourtant, quand vous examinez, vous trouvez qu'il y a des cicatrices. Alors, en 4e position, une cause hématologique. Quand on est devant une arthrite, je parle tout de suite de la drépanocytose. Tout le monde sait ce que c'est que la drépanocytose, tout le monde sait qu'il y a une anémie hémolytique, mais et que ça nous est arrivé de faire le diagnostic d'une drépanocytose devant une atteinte articulaire à type d'arthrite des poignets et des doigts plutôt et des orteils. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de hand-foot syndrome. Donc, c'est des arthrites répétées des doigts et des orteils. Ça, c'était un enfant âgé de 7 ans qui est venu consulter pour AGI. Et en fait, les parents étaient consanguins. On a fait l'interrogatoire. On a trouvé que ce n'était pas une douleur inflammatoire. Il n'y avait pas d'urège matinal. C'est la première fois qu'il présente ce problème articulaire. Et donc, on a pensé à une drépanocytose. On a demandé s'il n'a jamais fait des urines Coca-Cola. Et bien, la maman a dit oui. Ça lui est arrivé 2 fois. Et donc, l'électrophorèse d'hémoglobine a confirmé le diagnostic. Chez un enfant qui est plus grand, les arthralgies vont nous... Alors, voilà, alors donc, chez l'enfant plus grand, on peut avoir une drépanocytose avec des arthralgies. Ça veut dire qu'il y a une ischémie osseuse, ça veut dire qu'il y a parfois le risque d'ostéoarthrite à salmonelle. Donc, méfiez-vous, les ostéoarthrites à salmonelle, c'est une urgence thérapeutique chez un enfant qui est porteur d'une drépanocytose. Alors donc, ensuite, l'hémophilie. Alors, vous connaissez, quand le malade est connu hémophile et qu'il fait une atteinte articulaire, pensez à l'arthropathie hémophilique. En revanche, s'il n'est pas connu hémophile, il faut prendre le temps. Quand on a éliminé pas mal d'étiologies, on recherche la notion de caractère post-traumatique et puis on recherche
recherche la notion d'hémorragie après circoncision ou après section du cordon. Bien entendu, on complète par une étude de l'hémostase à la recherche de déficit en facteurs antihémophiliques A et B chez le garçon. Après, en matière des causes hématologiques, après la drépanocytose, il y a l'hémopathie maligne. Alors là, l'hémopathie maligne, vous savez que ça joue de mauvais tours parce que dans la leucémie, vous pouvez avoir une atteinte articulaire. Soit qu'elle est fixe, et à ce moment-là, ça oriente à tort vers une AGI, soit elle est fugace, et ça peut orienter à tort vers un rhumatisme articulaire aigu. Bien entendu, il faut chercher un syndrome tumoral et demander une numération formule qui parfois elle est rassurante. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut la refaire après une semaine. Des fois l'hémoglobine est normale et après une semaine l'hémoglobine elle chute, le taux de plaquettes qui était normal il peut diminuer, mais ce qu'il faut savoir surtout sur le plan clinique, c'est que devant des douleurs articulaires qui ne répondent pas aux anti-inflammatoires ou bien qui deviennent insomniantes, donc alors que vous avez traité par anti-inflammatoire en pensant à une AGI, donc révisez votre diagnostic et dites-vous bien que ce n'est pas possible qu'on garde des douleurs insomniantes alors qu'il y a des anti-inflammatoires. À ce moment-là, on refait l'interrogatoire, du thorax lors de l'adénopathie médiastinale, une échographie abdominale, voir s'il n'y a pas d'adénopathie profonde, et on fait un myelogramme au moindre doute. Alors donc, les radiographies articulaires, elles peuvent, des fois, quand il y a une douleur importante, montrer des bandes claires métaphysaires, que vous voyez ici devant vous. Voilà. Et puis, avant de finir les hémopathies malignes, il y a le neuroblastome, voilà, qui peut être révélé par des métastases osseuses dans 50% des cas, même s'il n'y a pas de masse palpable. Voilà. Et donc ici, vous avez ce qu'on appelle le syndrome de Hutchinson, c'est l'échymose périorbitaire, qui a été constaté chez un enfant qui est venu consulter pour une boiterie. Là, il y a une lise du cadre obturateur droit qui témoigne d'une lise osseuse chez un malade qui est donc porteur d'un neuroblastome, comme quoi l'atteinte articulaire elle est fréquente. Là, c'est une scintigraphie osseuse qui montre des lésions multiples. Et puis les calcifications abdominales au sein de la tumeur, toujours en faveur d'un neuroblastome. Après avoir donc demandé tout ça, on complétera par l'échographie abdominale qui va nous préciser le siège rétropéritonéal et un neuroscan, bien entendu, pour étudier le rapport de la tumeur avec les organes de voisinage. Alors ensuite, là, toujours, donc avant d'arriver à la conclusion, je ne ferai que vous rappeler les arthrites liées à l'infection. Et là, je pense à l'infection mycobactérienne comme la tuberculose. Je n'oublie pas la rickettsiose parce qu'elle peut donner des arthralgies et même des arthrites. Donc, c'est des piqûres de tiques de chien qui peuvent donner une fièvre éruptive. Et à ce moment-là, il faut chercher l'escar noirâtre pour donc retenir le diagnostic. Il y a la brucellose, l'infection virale comme l'hépatite B et l'hépatite C. Tout ça, ça peut donner une logarthrite. Et puis, en dernier, donc, c'est pour faire plaisir à ces bosphéras qui parmi nous, et devant lesquels je n'aurai pas la prétention de détailler toutes ces étiologies immunitaires primitives, il y a le VIH, les hémoglobinurémies, etc. Ce sont des causes rares d'atteinte articulaire. Voilà, alors donc un tableau récapitulatif pour parler des causes inflammatoires, auto-immunes, vascularites, causes hématologiques et des oligoarthrite réactionnelles d'une infection. Et donc en conclusion, donc, je dirais que tout médecin doit savoir poser de bonnes questions et savoir écouter l'enfant et ses parents avant de conclure hâtivement à une cause traumatique devant un tableau récent ou bien avant de dire douleur de croissance devant des arthrites qui sont récidivantes. Alors, il faut écarter l'origine infectieuse devant une monoarthrite. Et puis, j'insiste encore sur le piège fréquent en pédiatrie représenté par l'atteinte articulaire des affections malignes. Le diagnostic et la prise en charge doivent demander une collaboration étroite entre pédiatres orientés vers la rhumato, les chirurgiens orthopédistes, l'ophtalmo et le kinésithérapeute. Je vous remercie et désolée pour avoir dépassé le temps.